Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Aujourd'hui, pour commencer ce podcast, j'avais envie de vous parler de l'actualité de notre communauté couture. Nous sommes en novembre et à la fin du mois aura lieu le salon Création et Savoir-faire à la porte de Versailles à Paris. Mais il y a aussi un autre événement au même moment à Paris, un événement dont j'avais envie de vous parler. Cet événement, c'est la Grande Mercerie. C'est un événement do it yourself, le faire soi-même, engagé et responsable. Il a lieu du mercredi 27 novembre au dimanche 1er décembre, de 10h30 à 19h30 avec une nocturne le vendredi soir jusqu'à 21h. Vous y trouverez 2 petits entrepreneurs engagés de la laine, du tissu, de la broderie, de la mercerie. Tout au long de ce salon sont organisés des ateliers. Suivez leur compte Instagram ou regardez le site de la grandemercerieparis.fr pour y voir tout le programme. Ce salon a lieu dans la galerie Joseph Minime, située au 16 rue des Minimes, en plein centre de Paris, dans le 3e arrondissement. Et surtout, l'entrée est gratuite. J'espère que vous en profiterez. En tout cas, moi j'y serai le vendredi comme bénévole. Et maintenant, place à mon invité du jour. Bonjour, aujourd'hui je reçois Virginie du blog Avril sur un fil. Bonjour Virginie. Coucou. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai plein de questions à te poser. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui puissent un petit peu savoir qui tu es, s'il te plaît ? Alors, je suis Virginie, j'ai 41 ans, 2 filles, un chat et un chéri. Je suis créatrice de bijoux fantasy et je fais aussi plein d'autres choses à côté. Je tiens mon blog Avril sur un fil, la chaîne YouTube qui va avec, le compte Instagram aussi. D'ailleurs, en ce moment, j'organise le défi photo couture 2019. C'est un défi photo où toutes celles qui le souhaitent, les couturières amateurs, débutantes ou pas, partagent sur un thème donné chaque jour. Ouais. J'ai à la base un diplôme d'architecte, mais entre-temps, la créativité me manquait. Et du coup, j'ai lancé mon entreprise de création de bijoux fantasy dans un premier temps en parallèle, pour me consacrer à ça quelques années après. Voilà. Et aujourd'hui, en plus des bijoux, je fais aussi des ateliers couture et DIY. Et je fais aussi un petit peu de community management. Voilà, plein de choses. D'accord, multitâche. Oui. On va commencer par ce dont tu viens de parler directement, c'est le défi photo couture. Oui. C'est la 2e ou la 3e année ? C'est la 2e année. D'accord. J'ai lancé ça l'année dernière en fait. Alors, question, est-ce que tu fais ça toute seule ? Est-ce que c'est toi toute seule qui a lancé ça ou est-ce que vous êtes plusieurs derrière cette idée ? En fait, j'avais vu l'idée sur la communauté couture anglophone. Je crois que ça s'appelle Hue Photo Up ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a plusieurs, il y a défis, mais c'est celui-là en particulier que moi j'avais vu et je trouvais ça assez sympa. Il faut dire que moi j'ai commencé avec mon premier blog, je sais plus, il y a 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai connu la blogosphère couture de ses débuts avec beaucoup de partage, de discussions entre blogueuses, couturières amateurs. Et j'avais envie un peu de retrouver cet esprit de mes débuts. Et c'est pour ça que j'ai lancé le défi l'année dernière. Donc aujourd'hui, je l'organise seule. Et l'année dernière aussi d'ailleurs. Ouais. Voilà. C'est le partage, je trouve que c'est le seul mot d'ordre en fait du défi. Quand on me pose des questions, si on est obligé de poster chaque jour, si on est obligé de ci, de ça, non en fait on est obligé de rien. L'objectif c'est vraiment de partager, de trouver de nouveaux comptes, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. C'est vraiment ça quoi. D'accord. Alors, on avoue tout, on est le 7 novembre, donc ce podcast sera diffusé au jour où vous allez l'écouter, il sera sûrement le 14-15. On aura déjà fait presque la moitié du mois. Comment est-ce que tu as choisi tes thèmes ? Est-ce que c'est les mêmes que l'année dernière ? J'avoue, j'ai pas vérifié. Et comment est-ce que tu les as choisis ?
Non, c'est pas les mêmes que l'année dernière. Bon, il y en a certains qui reviennent forcément après les premiers jours où on se présente. Voilà, ça revient. Il y a certaines thématiques que j'ai reprises de façon un petit peu différente parce que c'est des sujets qui étaient attendus. Hein. C'était les sujets préférés des participantes de l'année dernière, notamment les astuces de couturière, par exemple. Ouais. Et du coup, cette année, je crois que j'ai mis outils préférés et j'ai mis un autre thème aussi, je l'ai plus en tête là. Pour donner des astuces, les petits trucs, voilà, qui font que ça peut faire avancer les autres, que ça peut donner des idées aussi. Ah oui, j'ai mis astuces rangement aussi, parce que voilà, c'est quand je demande à ma communauté qu'est-ce qu'elles aimeraient entendre ou écouter, enfin ou regarder plutôt sur ma chaîne YouTube, c'est justement les astuces rangement, les astuces organisation en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Et après les thèmes, je me suis fait une liste avec plein d'idées. Et j'ai pioché dedans, j'ai pas tout gardé parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui étaient meilleurs que d'autres. Et puis j'ai demandé aussi sur mon compte Instagram si certaines avaient des idées. J'en ai pioché 2-3 ou j'en ai repêché dans ma liste que j'avais pas sélectionnée parce que c'est revenu à plusieurs reprises, quoi. D'accord. Et justement, tu parlais de la couture à ses débuts. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as appris à coudre, avec qui, et puis ce qui t'a motivé et ton parcours jusqu'à aujourd'hui en couture? Alors moi, j'ai commencé il y a 17 ans la couture. J'ai commencé seule. En fait, j'ai toujours eu envie d'essayer, mais on m'a toujours dit que c'était compliqué, c'était difficile. Oui, parce que ça m'intéressait pas de coudre des housses de coussin, des serviettes, tout ce genre de choses. Je voulais coudre des vêtements. Le top au début. Voilà. Finalement, j'ai toujours laissé cette idée de côté parce que, comme on me disait, c'était difficile. Je faisais un petit peu, je croyais un peu ce qu'on me disait, jusqu'au jour où j'ai rencontré une fille un peu par hasard dans une formation avec un bureau de recrutement quand je sortais de l'école et que je cherchais du travail. En fait, elle sortait de l'école textile de Mulhouse et elle m'a dit vas-y, essaye, c'est pas si compliqué que ça. T'as bien quelqu'un autour de toi qui a une machine à coudre, emprunte-la, achète un tissu et un burda et commence. Enfin, un burda facile, parce que les burdas tout court, c'est un peu plus compliqué. N'est-ce pas? Et voilà. Du coup, j'ai acheté un morceau de tissu, le burda, j'ai emprunté la machine de ma maman et puis je me suis jamais arrêtée. Comme quoi, il suffisait que tu aies confiance en toi pour te lancer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, j'ai pas forcément choisi le projet le plus facile. Mon premier projet, c'était un pantalon à taille élastiquée. Voilà. Ah oui, quand même. Voilà. Bon, j'ai jamais porté en dehors de chez moi, mais après, on a la fierté de porter ce qu'on coud, quoi. Et puis t'es allé au bout déjà du premier projet, c'est déjà super. C'est ça, ouais. Puis, pour répondre à ton autre question, en fait, ce qui m'a motivée, c'était de pas avoir les mêmes vêtements que les autres. J'ai été traumatisée entre guillemets. Bon, celles qui me suivent depuis un moment ou qui me lisent sur le blog le savent peut-être parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je me suis retrouvée en fait au gala de mon école avec la même robe qu'une autre jeune femme. Ouais. Je trouvais qu'elle la portait beaucoup mieux que moi et ça m'est resté un petit peu j'étais pas à l'aise. J'ai porté mon étole toute la soirée pour qu'on la voie pas, ma robe. C'est un petit peu comme ça que j'ai eu l'envie de commencer, même si j'ai réellement commencé que quelques années plus tard. D'accord. Et j'ai vu, tu parlais des patrons japonais, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période et le chemin jusqu'à aujourd'hui? Ouais, au départ, quand les livres de couture japonaises sont arrivés, en fait, c'était un petit peu la seule alternative aux magazines qu'on avait à l'époque. Bon, les livres étaient en version originale. Aujourd'hui, on peut en trouver des versions traduites en français, mais à l'époque, c'était avec les hiéroglyphes japonais. C'est une période dont je garde un bon souvenir parce que au final, on était beaucoup de blogueuses à coudre ces patrons. C'est là que sont apparus les premiers blogs collectifs où on partageait les coutures issues à partir de ces livres. Il y a même eu des défis
organisé autour d'un même patron. Je sais plus combien de participants qui participaient, mais en fait, la richesse, c'était de découvrir que chacune avait été partie du même patron et l'avait décliné à sa façon et aucun modèle ne se ressemblait. Bon après, voilà, moi j'ai pas la morphologie d'une japonaise. On est beaucoup dans ce cas-là. Voilà, et m'a fallu un peu de temps pour m'en rendre compte, mais bon, c'était mes débuts aussi. Mais voilà, même si c'était pas mes projets couture réussis, j'en garde un chouette souvenir. D'ailleurs, je suis encore en contact avec certaines blogueuses de l'époque, et c'est chouette. Ouais. Et en parlant d'une morphologie ou d'une acceptation ou d'un rapport d'un vêtement à son corps, et comme tu disais, c'est des moments un peu phares dans nos vies comme ça, pas très agréables, où on n'est pas à l'aise dans nos vêtements dans une situation particulière. J'ai vraiment le sentiment que depuis, on va dire un peu moins d'une dizaine d'années, en fait, t'as fait tout un chemin entre ces débuts en couture et aujourd'hui. Et moi, ce que j'apprécie dans ce que tu proposes, que ce soit sur sa chaîne YouTube, sur Instagram ou sur ton blog, enfin, on sent tout ce cheminement sur le fait de, comme beaucoup, je pense, coudre plein de patrons qui nous correspondent pas forcément à la morphologie de notre corps. Tout ce qui est la frénésie sur l'achat de tissu, ou finalement se rendre compte que peut-être il y a des choses qu'on va pas mettre, c'est cousu trop vite, la qualité du tissu n'est pas forcément bonne. Et vraiment aller vers maintenant, tu parles vraiment de choisir ses tissus, de pas forcément tout acheter, de choisir ses patrons, d'adapter, etc. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toute cette évolution ? Ouais, en fait, ça fait pas aussi longtemps que j'ai évolué de cette façon. Je dirais que ça fait peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça. Parce que, comme beaucoup, quand on débute, voilà, on a envie de faire que ça finalement, et on coud, et on se pose pas trop la question, comme moi avec mes patrons japonais, si ça nous va ou pas, si il aurait pas fallu des pinces alors qu'il y en a pas, s'il aurait pas fallu cintrer, ou voilà, on coud, et puis bon, finalement ça nous plaît pas plus que ça, du coup ça reste au fond du placard. Ça je veux dire, c'est inévitable quand on se lance dans la couture. Et puis l'achat de tissu, j'essaie de réduire, mais je suis pas encore arrivée à ce que j'aimerais. Ouais, c'est en fait tout des réflexions que j'ai eu quand il y a quelques années, j'ai décidé un petit peu de changer mes habitudes, mais j'ai pas décidé d'y aller sur un seul front, j'ai décidé d'y aller un peu sur tout, sur l'alimentation, sur l'organisation, sur la couture aussi. J'avais envie en fait de me reconnecter un petit peu plus à peut-être l'idéologie que j'avais eue pendant que je faisais mes études, et juste à mes débuts, parce que j'ai travaillé en bureau d'études, j'ai pas dessiné les bâtiments, en fait, j'étais presque plus prescriptrice. Je faisais de maîtrise d'ouvrage, en fait, je rédigeais des cahiers des charges pour les architectes, et toutes les données en fait environnementales, écologiques, pour moi c'était un petit peu des choses vraiment importantes. Et à ce moment-là, j'ai un petit peu essayé de revenir à ce qui me touchait à l'époque, et j'ai essayé de l'appliquer à mes loisirs, à la couture, en réfléchissant à comment pouvait aller dans ce sens-là, en fait, en essayant de ralentir, de plus réfléchir en amont, parce que quand j'ai fait un tri de ma garde-robe, je me suis rendu compte que j'avais des vêtements dans des couleurs qui me plaisaient mais qui m'allaient pas, ou qui me plaisaient mais qui me plaisaient pas sur moi. J'avais des coupes qui n'allait pas à ma morphologie. En fait, je réfléchissais pas en amont. J'avais un patron qui me plaisait, je le cousais, et puis voilà. Maintenant, je réfléchis plus. Je me demande si le patron va correspondre à ma morphologie. J'ai des couleurs que j'ai bannies dans mes tissus. À l'époque, j'achetais beaucoup de tons marrons, ce genre de choses. Mais finalement, quand je les porte, ou quand je mets le tissu sous mon visage, je me rends compte que ça me plaît pas. Oui, t'as fait un exercice de colorimétrie toi-même, t'as senti que ça n'allait pas, quoi. C'est ça. À un moment donné, j'écoutais beaucoup Christina Cordula et tout ça. Bon, depuis, j'en suis revenue. Mais c'est pas juste pour moi, c'est pas juste des questions de morphologie ou de colorimétrie. Il y a de ça, c'est sûr, mais c'est aussi une question de ressenti.
parce que on a tous eu ou on a encore des vêtements dans lesquels on se sent pas soi, en fait on se sent déguisé. Quand j'ai commencé à bosser, je trouvais ça très classe, les tailleurs pantalons. J'en ai acheté un, mais tout le monde me disait que ça m'allait bien, mais moi dans mon ressenti j'avais l'impression d'être un clown, quoi, qui me manquait juste le nez rouge et les grosses chaussures, alors que c'est vraiment une question de ressenti, et c'est tout ça, en fait, c'est tout ce cheminement, ce travail qu'il faut faire pour arriver à mieux se connaître finalement, et à mieux choisir ses tissus et ses patrons. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je vois exactement ce que tu veux dire, en se sentant ne pas se sentir soi-même dans un vêtement et se sentir un clown. J'ai eu ce sentiment il y a pas très longtemps. Moi, c'est dès que je mets des talons un peu. J'adore ça, je trouve ça d'une classe incroyable. Mais alors déjà, j'ai mal aux pieds au bout de 2 secondes. Et surtout, j'ai l'impression que c'est tellement pas moi, quoi. Donc, avec regret, je les mets de côté. Et j'avoue que dernièrement, j'ai fait un tri. Et je n'ai dû garder que 2 paires de talons pour des occasions s'il y en avait. C'est des talons que j'ai depuis 15 ans. J'ai dû mettre 4 fois en tout. Mais bon, je me dis au cas où. Mais tout le reste, j'ai foutu à la poubelle. Et j'ai gardé les Docs, les Converse et les petites derby plates, quoi. Et les baskets. C'est ça. Voilà, ouais. Donc, mais oui, c'est ce que je disais moi l'autre jour aussi sur Instagram, c'est-à-dire que c'est être soi-même et que ce qu'on porte sur soi représente vraiment qui on est, et on est tous différents, donc avec le même corps, on va pas exprimer la même chose avec ses vêtements, et je crois que c'est tout à fait ce que tu es en train de dire, quoi. C'est ça. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une question de ressenti, au-delà de la morphologie. La morphologie, oui, c'est sûr qu'il y a certaines coupes qui vont mieux à certaines personnes, mais faut pas oublier la notion de morphologie, et faut pas mettre des choses dans lesquelles on se sente pas à l'aise, parce qu'après ça se ressent sur notre humeur, sur notre façon de nous comporter. Ça a une incidence là-dessus aussi, je trouve. Complètement d'accord. D'ailleurs, tu as commencé il y a presque 4 ans maintenant. Je pense, suite à toutes ces réflexions que tu as décidé d'arrêter d'acheter des vêtements. Est-ce que c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. Ouais, c'est dans le prolongement de cette réflexion, de ce changement d'habitude que j'ai voulu. Pour moi, ça a été la façon de répondre un petit peu à cette volonté de m'engager un peu plus dans un côté green pour la couture. J'ai choisi en fait de coudre mes vêtements. Alors par rapport aussi à tous les événements qu'il y avait eu avec je me rappelle plus, j'ai perdu le bâtiment. Au Bangladesh, là, ouais. Voilà. Rana Plaza. Rana Plaza, voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas une très bonne mémoire des. Mais après, la solution, elle est pas parfaite, parce qu'il y a tout. Les tissus, ils sont pas forcément fabriqués dans des conditions plus éthiques, mais ça évite une étape, si on veut. Du coup, c'est un petit peu plus responsable que d'acheter des vêtements de fast fashion qui finissent au fond d'un tiroir parce que finalement on en a déjà 3, ou parce qu'au bout de 2 lavages, ils sont tout déformés. Donc ça a été un début de réponse. Bon, ça fait 4 ans, et finalement au départ je pensais que ça allait être compliqué. Je pensais que ça allait me manquer, pas faire les boutiques, pas acheter de vêtements, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand j'en parle, je pense avoir l'air assez détachée de tout ça. Il y a 5 ans, j'aimais ça, j'aimais acheter, j'aimais pouvoir changer régulièrement. Finalement, je me suis rendu compte en faisant le bilan de ma première année sans shopping que ça avait pas été si compliqué que ça, que j'avais pas ressenti de frustration au moment des soldes où toutes mes copines allaient faire les magasins, ça m'avait pas manqué, mais alors vraiment pas, et j'en étais vraiment la première étonnée. Là, ça fait 4 ans, et finalement les vêtements que j'ai achetés moi, il y en a qu'un. Si on exclut les chaussettes, sous-vêtements et tout ça, parce qu'au début j'avais pas pour objectif de coudre la lingerie et tout ça. Ça s'est rajouté par la suite. D'accord. Et j'ai acheté qu'un seul vêtement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet. J'ai acheté un sweat à capuche à un concert où je suis allée. Et autrement, j'ai quelques vêtements que j'ai pas cousus, mais c'est des choses qui sont liées à des événements particuliers, et fallait les porter, fallait qu'on ait un peu un uniforme entre guillemets. Et du coup, j'ai dû avoir une chemise, un t-shirt et une veste. Ouais. J'ai pas cousu, mais voilà, c'était pour des événements extérieurs, et si je n'y avais pas participé, je les aurais certainement jamais eus, donc voilà.
Mais je suis assez d'accord avec toi. Alors, j'ai racheté quelques vêtements il y a pas très longtemps, mais en gros, depuis 5-6 ans aussi, j'achète quasiment plus de vêtements. Et j'étais un peu inquiète en me lançant ce défi. Je me suis lancé ce défi avec une cousine et sur le coup, je me suis dit, oh là là, je me suis fait avoir. Enfin, je vais m'en mordre les doigts, ça va me travailler. Et puis en fait, j'avoue que de la même façon que toi, j'ai traversé ce temps sans envie particulière et presque avec une certaine forme de soulagement. C'est-à-dire qu'on n'avait plus cette pression et qu'en fait c'était moi qui choisissais quand je voulais acheter, ce que je voulais acheter en tissu et donc ce que je voulais créer. Et je trouve que ça se rapproche de choisir ce qu'on fait et on est obligé quelque part, je trouve, pour être en ligne avec tout ça, d'éviter aussi la couture rapide, quoi, la fast couture. La fast couture, ouais. Ouais, je trouve aussi que pour moi, ça a aussi été libérateur vraiment parce que j'ai pas une morphologie standard, que j'ai les épaules très étroites et les hanches très larges avec au milieu une taille marquée. Du coup, quand j'essayais des robes en magasin, si c'était pas des robes un peu taille empire ou avec une taille marquée, clairement, il y avait aucune chance que ça m'aille. Idem pour les pantalons, les jeans, c'était la galère intersidérale. Ouais. Que comme j'ai le dos cambré en plus, ça baille de derrière, alors que avec la couture, si on s'en donne les moyens, en fait, on a vraiment la possibilité d'avoir un vêtement qui colle à notre morphologie. Il suffit des fois de pas grand-chose, simplement de jongler entre plusieurs tailles, que finalement le vêtement nous aille, quoi. Et ça, c'est vraiment libérateur. J'aimais beaucoup faire du shopping, mais quand je revenais, j'étais souvent frustrée parce que j'avais pas trouvé, parce que ça m'allait pas et ça me complexait encore plus. Je pense que le fait de coudre, ça m'a aussi aidé à mieux accepter mon corps. Et ça, c'est important. Ouais. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de dire que c'est le vêtement qui va pas, c'est pas ton corps qui va pas, en fait. Oui, c'est ça. Alors je sais pas si t'avais cousu d'autres choses, mais il y a 2-3 ans tu as fait un défi sur l'année en fait de créer une couture par mois. Et t'avais cousu d'autres choses à cette année-là ou ton idée c'était vraiment de te concentrer sur ces 12 coutures là et c'est tout? En fait, c'était un défi qui avait été lancé, tu vois, chez une fille de défi, parce que c'en est encore un, qui avait été lancé par Clo Piano. C'est Au fil de Clo, maintenant son pseudo. Elle avait lancé ça, c'est Je couds ma garde-robe capsule 2017. L'objectif, c'était de coudre, elle avait donné 12 thèmes à coudre sur l'année. En fait, un vêtement de chaque. Bon, moi, j'avais pas tout à fait suivi les catégories qu'elle donnait parce que à l'époque, je n'avais pas découvert la combinaison Sirocco, donc j'avais dit les combinaisons jamais de la vie. Pour les maillots de bain, exactement. Faut jamais dire jamais. Mais du coup, j'avais cousu 12 projets dans le cadre de ce défi, mais j'avais cousu d'autres pièces par ailleurs parce que quand on se lance dans ce défi, le maître mot, c'est aussi l'anticipation. J'en ai pas vraiment en fait. Ouais, j'essaye de m'améliorer là-dessus. Justement, je vais partager dans les semaines, les mois qui viennent sur le sujet sur mon blog. En fait, je me rends compte maintenant avec ces 4 années que quand on coud une pièce coup de cœur, si on prend en compte uniquement la pièce, des fois on se rend compte qu'on n'a rien apporté avec et que c'était pas forcément une bonne idée, ou alors il fallait penser la silhouette dans son ensemble et pas uniquement la pièce. Et c'est des choses sur lesquelles je travaille actuellement pour mieux anticiper et mieux construire ma garde-robe raisonnée. D'ailleurs, à ce sujet, je mettrai, comme tout ce dont on parle au cours de cette interview, je mettrai toutes les références sur la page du blog, sur l'article, sur le podcast. Tu as fait un sondage, je crois, sur Instagram, et la réponse a été assez unanime. Tu as fait des propositions pour présenter différentes choses, et en fait, ce qui t'a été demandé, c'est de choisir 10 pièces dans ton dressing, et de les adapter ensemble, et montrer comment est-ce qu'on pouvait faire, en fait, plein d'ensembles. Il y a des garde-robes capsules 10x10, comme ça, qui sont possibles à faire, de jouer avec son dressing. Toi, tu l'as fait avec des pièces déjà cousues, enfin que tu as cousues. Et la présentation filmée comme ça et présentée, c'était vraiment très très chouette. T'as eu beaucoup de mal à faire ces choix, ou est-ce que c'est finalement venu assez
facilement, ce qui veut dire que t'as bien travaillé ton dressing avec le temps. En fait, j'ai proposé ça, je crois, dans le bilan de l'année dernière, de ma 3e année. Donc, j'avais essayé de partir sur une base avec des vêtements que j'avais cousus durant l'année, principalement, en rajoutant, je crois, j'avais 1 ou 2 pièces que j'avais cousues auparavant. Et finalement, j'ai eu des idées d'association qui me seraient finalement jamais venues à l'esprit si j'avais pas fait ça. Par exemple, dans la vidéo, j'ai cousu une robe givre de Direndo avec un empiècement en dentelle sur le haut. Et elle faisait partie des 10 pièces que j'avais sélectionnées, et je l'ai portée avec un sweat Andrea en molleton très doudou par-dessus. Et en fait, ça match hyper bien, alors que jamais de la vie j'aurais essayé de faire ça. Ouais, moi, c'est un ensemble que j'aime bien, la jupe courte un peu serrée avec un gros sweat. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais finalement, ça n'a pas été simple, parce que il a fallu choisir, et choisir, c'est toujours renoncer à des choses, donc c'est compliqué. Tout à fait. Voilà. Mais après, une fois que le choix a été fait, ça allait, parce qu'après, j'ai aussi privilégié des vêtements d'une même saison, parce que c'est difficile d'associer une robe d'été avec un gros pull d'hiver. Enfin, tout dépend de la robe, mais certaines que j'avais cousues, ça s'y prêtait pas. Ouais, ça m'a demandé de la réflexion, mais après, une fois que les pièces étaient sélectionnées, c'était assez simple, même si j'ai essayé des choses que j'aurais jamais essayé en m'habillant le matin, quoi. Et est-ce que depuis, ce sont des tenues que tu as adoptées, ou est-ce que tu les as juste essayées pour ce challenge à toi-même, et finalement elles t'ont pas convaincue pour la suite? Aussi, je crois que c'est des tenues qui m'ont toutes convaincue. J'ai pas porté encore la robe avec le sweat, parce que au moment où j'ai tourné la vidéo, c'était plus forcément, enfin, il faisait beaucoup trop froid pour que je porte une robe. Mais en y repensant maintenant, c'est des choses que je pourrais porter au quotidien. Les autres tenues que j'ai présentées, je les porte comme ça, quoi. Et tu as lancé cette chaîne YouTube il y a pas si longtemps que ça, en fait. Non. Tu proposes différentes vidéos, différents formats vidéo. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces différents formats et les idées que tu as mis derrière? Alors, j'ai principalement un podcast, même si podcast c'est pas forcément le bon mot, mais c'est comme ça que tout le monde les appelle sur la communauté couture, un podcast couture que j'ai appelé mon journal de couture. C'est un clin d'œil à mon premier blog qui s'appelait comme ça. C'est dans ces vidéos, en fait, que je fais un petit peu le bilan des projets que j'ai cousus, de ce que j'en ai pensé, des difficultés que j'ai eues, des ratés que j'ai pu rencontrer, parce que un projet que j'ai raté, je vais pas forcément y consacrer un article sur le blog, mais j'en parle dans la vidéo. Ouais. Parce que, j'entends là un projet raté, c'est parce que je me suis plantée dans la taille ou alors dans le choix de tissu, parce que oui, même si je réfléchis beaucoup en amont, ça m'arrive encore de me planter. C'est beaucoup plus rare, mais ça m'arrive. Dans la dernière vidéo, j'en ai présenté 2, et là sur le t-shirt que j'ai présenté, c'était moi qui m'étais plantée dans les tailles. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je fais une carrure différente par rapport au tour de poitrine, ou alors je fais un FBA. Bon, même si sur les t-shirts c'est pas approprié. Et là, je l'ai pas fait. Donc, il est trop grand. Donc, j'ai ce format-là. Et après, j'ai un autre format que j'ai appelé Chronique sur un fil. C'est des vidéos que j'essaie de poster les dimanches tous les 15 jours, même si en ce moment j'arrive pas à tenir le rythme avec le défi et tout ça. Mais où je partage plus des choses autour de sujets qui me touchent. Bon, là pour l'instant, les premières, ça a été surtout autour de la couture, sur mes débuts en couture, sur justement le sweat que j'ai acheté. Pour montrer aussi à tout le monde que même si derrière les réseaux sociaux on a l'impression que tout le monde vit une vie parfaite, en fait non. Moi je veux jamais que les gens perdent ça de vue. Mon atelier il est pas toujours hyper bien rangé, même si faut que j'essaye de le garder rangé, parce que quand j'organise un atelier, c'est pas possible que ce soit le bazar. Et que il m'arrive de rater des choses, et que là en l'occurrence j'avais acheté un vêtement alors que il est même pas éthique, même pas de seconde main ou rien.
faut jamais perdre de vue que les gens sur les réseaux sociaux, même si leur vie semble parfaite, elle l'est pas, et que ils font des erreurs. Enfin, des erreurs. Faut relativiser en fait, c'est-à-dire que il y a des plus, il y a des moins, et que rien n'est linéaire et rien n'est absolument non plus de se mettre la pression sur quoi que ce soit. Et je trouve que c'est chouette que tu présentes des projets où tu t'es planté parce que t'as pas été attentif à un patron, parce que t'as mal choisi ton tissu, etc. Et je trouve que c'est un bon signal pour tous les gens qui font de la couture aussi, qui peuvent parfois être impressionnés et se dire waouh, ça lui va super bien, elle a bien choisi tout, et de se dire que non, enfin ça arrive à tout le monde, et qui qu'on est, on peut se tromper, ou on peut juste faire un écart parce que à ce moment-là tu l'as senti, et puis voilà, et puis c'est pas la mort, et que tout va bien, quoi. C'est ça, c'est ce que j'explique, pardon, moi je l'ai pas vécu comme un échec, mais bon, c'est aussi souvent en fait la façon dont sont jugés les gens qui partagent sur les réseaux sociaux. En fait, on attend d'eux qu'ils soient parfaits parce qu'on montre que des choses parfaites, et finalement quand on fait quelque chose comme Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde, il y a certaines personnes qui peuvent nous tomber dessus parce que comme on est étiqueté entre guillemets un peu plus écolo que la moyenne ou autre, on n'a pas le droit de faire quelque chose un petit peu à côté de notre ligne de conduite, quoi. Mais finalement, on est tous pareils, on est tous parfaitement imparfaits. Et ça, je pense que ça changera pas, quoi. Donc Virginie, donc tu as tu as 3 formats, c'est ça, de vidéos, et le troisième format, c'est les bilans de tes années sans couture, sans shopping. Shopping. C'est ça, sans couture, ça va pas. c'est pas le thème. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas la première année parce que j'avais pas encore ma chaîne à l'époque. Ça, c'est sur le blog, c'est par écrit. Mm-hmm. Mais chaque année après, je dresse un bilan. Je parle aussi des difficultés éventuelles que j'ai rencontrées, si mes objectifs ont changé ou pas. Comme quand j'ai fait le bilan de la 3e année, j'ai un peu élargi mes objectifs en disant que j'allais coudre aussi la lingerie. Mm-hmm. Parce que je me suis rendu compte que finalement, par rapport aux pièces que je porte, parce que chez moi, il faut que ça soit 100% confort, mais dans tous les vêtements, ouais. C'était pas si compliqué que ça, et que voilà, ça, c'était une chose que je pouvais ajouter à ma liste. Et j'essaye aussi après de présenter les vêtements que j'ai cousus, associés à d'autres, en fait, de former des silhouettes un peu à l'image de ce qu'on disait avant, les 10 silhouettes créées à partir de 10 vêtements. Ouais. En tout cas, que ça soit sur ces 2 vidéos bilan là, j'ai beaucoup apprécié les différentes présentations avec les vêtements portés, et j'avoue que moi, c'est une des choses que je préfère dans le partage couture aussi, c'est de voir comment ça va aux gens. De se dire qu'on a tous des corps différents, mais des vrais corps, on n'est pas des mannequins de défilé avec des corps calibrés, et que finalement ça peut très bien nous aller, et c'est ça qui est chouette de les porter et de les voir en mouvement. Ça, c'est encore plus chouette, quoi. Donc c'est vraiment très sympa à toi de partager sur ça. Je me posais une question plus générale sur le net. Tu as fait un article l'année dernière sur la couture, le net et nous, et j'avais envie de faire un focus aussi sur Instagram. Bon, déjà, tu en es où de cette réflexion? Moi, c'est des articles qui pour moi, ils ont besoin de temps pour les écrire, parce que des fois, il y a des choses qui, à un moment donné, ça fait boum, ça m'énerve. Du coup, je commence à les écrire, mais je veux pas réagir à chaud, en fait. Ouais. Je veux prendre un peu de recul. Et cet article, la couture, le net et nous, je l'avais écrit à un moment donné où il y a beaucoup de gens qui disaient que les gens, quand ils écrivent un article sur leur blog, ils disent toujours que c'est bien, ils encensent les marques et compagnie. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, même si pour certains, ça peut être vrai. Mais après, on peut dire les choses, mais de façon bienveillante, en fait. Moi, quand il y a quelque chose qui me convient pas dans un patron, je le dis, mais c'est pas rédhibitoire. C'est pas pour autant que je vais plus acheter de patron de cette marque,
Après, j'essaye toujours en fait de partager en toute transparence les choses telles que je les ressens, mais de façon bienveillante. En fait, pas dire les choses cash ou dire bah cette marque c'est n'importe quoi, ça taille n'importe comment. Non, c'est juste que les patrons ont été faits pour d'un certain côté pour une certaine morphologie, parce que si on prend par exemple des patrons de Direndo, bon bah c'est une marque que je couds beaucoup parce que ça correspond à ma morphologie. Tout à fait. Par rapport à par exemple les patrons de République du Chiffon, dont j'aime beaucoup le style, mais j'ai pas la morphologie pour les porter, enfin où moi je me sens pas à l'aise, parce que c'est souvent des vêtements avec des fronces et ce genre de choses, et moi je trouve que je me sens pas à l'aise avec ça. Et du coup, oui. Mais tu vas pas les coudre. Voilà, je vais pas les coudre, mais ça ne m'empêche pas de les trouver jolies. Et c'est pour cette raison aussi que dans cet article, je disais que pour moi, ça me choque pas que chaque marque sorte un débardeur à bretelles ou je ne sais quoi, parce que finalement, chaque marque a sa morphologie de type, et moi je préfère avoir un patron où j'ai moins de modifications à faire qu'un autre où il faut que je reprenne, que je rajoute des pinces, des machins, des trucs. Et au final, c'est comme dans le prêt-à-porter. Il y a des marques qui nous vont mieux que d'autres, et dans chaque magasin, on trouve des t-shirts. Alors pourquoi chaque marque de patron n'aurait pas son t-shirt ? Tout à fait. J'en parlais justement avec quelqu'un il y a pas très longtemps qui me disait mais j'ai essayé, mais leur chemise, juste, j'ai essayé 3 fois, mais il y a un moment, il faut que je me rende à l'évidence, je n'ai pas la morphologie qui convient à cette marque, et c'est assez juste. Et je pense qu'il faut justement, ils travaillent à partir de patrons de base, et que soit on a plutôt tendance à rentrer dedans, ou soit on rentre pas dedans, de la même manière qu'on va aller plutôt vers une marque de prêt-à-porter que vers une autre, parce qu'on sait qu'on est plus taillé pour l'une que pour l'autre. C'est ça. Et je suis tout à fait d'accord, il y en a pour tout le monde, et chacun peut trouver ce qui s'approche le plus de son corps et de son style. Aussi, c'est important, quoi. Mais c'était un peu pour ça aussi que j'avais écrit cet article, c'est que faut qu'on arrête de croire que tous les patrons sont faits pour tout le monde sans modification. Parce que aujourd'hui, je lis beaucoup de choses à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux, sur des blogs, et je lis beaucoup de choses qui moi me plaisent pas, parce que quand on dit d'une marque qui est connue et reconnue, que elle taille n'importe comment, c'est juste pas possible, parce que c'est juste qu'on coud sans faire les modifications adéquates. Quand une marque dit que c'est taillé pour un bonnet B, si on fait un bonnet E, c'est sûr que ça nous ira jamais. Si on prend uniquement le tour de poitrine, ça va être beaucoup trop large aux épaules ou autre. Donc il y a des modifications à faire en couture, chacune est différente, et faut arrêter de croire qu'un patron est fait pour être cousu tel quel, dans une taille unique et autre. On a forcément des modifications à faire, et c'est juste normal en fait. Oui, apprendre à connaître ces différences, si on a un buste plus grand, plus petit que certains, et qu'on a les jambes plus grandes, plus petites. Moi, je sais que j'ai fait 2-3 combinaisons et je les porte pas, et je sais pourquoi. Donc la prochaine fois, il va falloir que je modifie au niveau de la longueur des jambes et de la longueur du buste, parce que il faut que je me pense sérieusement sur la question, parce que je sais qu'il y a un petit truc qui va pas. Enfin, qui va pas. En corrélation entre mon corps et le patron. Donc pour que les deux se ressemblent, il faut que j'adapte les deux, quoi. Enfin, pas mon corps, mais le patron. Voilà, et des fois c'est des modifications qui sont pas énormes. C'est des fois juste baisser la pince de poitrine. Oui. C'est finalement rien, mais ça change tout dans le tombé du vêtement. Là, c'est pareil. Les patrons, c'est fait sur une base, c'est pas fait sur le corps de chacune. Donc forcément, la pince, il y a des personnes pour qui ça va tomber juste et d'autres pour qui ça va pas tomber juste. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui fera que le patron n'est pas de bonne qualité. Tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à ce que tu disais sur le fait de mieux s'accepter et de prendre le temps de choisir ce qui nous va.
je trouve que c'est intéressant justement de voir les modifications. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir sur des couturières expérimentées qui vont dire, comme à chaque fois, j'ai fait tel ajustement. Et ça permet, je trouve, d'accepter son corps comme il est. C'est-à-dire qu'on sait que notre corps, il a telle particularité, il est plus court à tel endroit, il est plus large à tel endroit, il est plus long, il est comme il est. Et on sait que par rapport à un standard X, on va devoir modifier ça pour que ça nous aille. Et comme on connaît notre corps, comme on l'a mesuré, et pas à donner des adjectifs et à dire c'est mieux, c'est moins bien. Non, c'est juste il a tant de centimètres de plus ou de moins. Et finalement, c'est que ça. Et de l'adapter, ça permet de vraiment aussi accepter qui on est comme on est, quoi. C'est ça. Après, il y a pas de corps parfait. On fera toujours trop quelque chose ou pas assez quelque chose, qu'on soit fine ou pas, qu'on soit grande ou petite. Il y aura toujours quelque chose qui nous conviendra pas. Après, je parle pour mon cas, la couture m'a aidé à accepter des choses, en fait, des choses qui étaient des complexes. Et maintenant, je connais les contours de mon corps et je sais globalement, même s'il m'arrive encore de me tromper quelquefois, mais je sais quel type de patron pourra m'aller. C'est apprendre à se connaître et c'est en ça que la couture est assez super, quoi. C'est ça. Le côté super de la couture aussi, c'est le partage. T'en as parlé sur le défi photo-couture que tu as mis en place pour la 2e année. On est en plein dedans au mois de novembre. Il y a aussi un autre aspect des échanges de la couture dont je voulais te parler, c'était tes copines couture dans l'Est de la France. Je pense que je suis pas la seule qui n'habite pas là-bas, qui est envieuse de ces belles rencontres. Est-ce que tu peux nous en parler, nous raconter comment ça s'est mis en place et puis ce qui se passe et puis peut-être décrire un petit peu votre groupe à ceux qui connaissent pas? Je vais tout vous dire des coulisses. En fait, ça fait 4-5 ans. C'était juste après la première émission de Cousu Main. Alors je sais plus quand ça s'est passé exactement. En fait, moi je connaissais une des copines couture en particulier, dans la vraie vie. C'est Sylvie. On s'était rencontrés alors je sais plus quand. Hein. Il y a super longtemps, c'était quand mon premier blog était encore hyper actif. Il y avait un marché au tissu en Allemagne et j'avais lancé un appel aux blogueuses des environs pour savoir qui voulait faire un voyage d'études à Offenbourg en Allemagne avec moi. Et on s'était retrouvés à 3 et on s'était donné rendez-vous sur le parking d'un grand magasin de meubles suédois et on était partis ensemble acheter du tissu et voilà. Après on a continué à communiquer parce qu'on partageait déjà sur nos blogs respectifs, mais on a continué à communiquer différemment parce qu'une fois que tu passes le cap de la vraie vie, c'est différent. Il y a d'autres personnes avec qui je discutais un petit peu via leur blog aussi à l'époque, mais que j'avais jamais rencontré. Et après l'émission Cousu Main, Sylvie m'avait proposé d'aller avec elle et Séverine, donc qui a été finaliste dans la première émission de Cousu Main, d'aller nous retrouver sur un salon qui a lieu à Sainte-Marie-aux-Mines dans le Haut-Rhin. Et là-bas, on a retrouvé d'autres couturières et puis c'était un peu le début des copines couture. Depuis, on se retrouve plus régulièrement sur la région de Strasbourg, je dirais 2 à 3 fois par an. Ouais. On se lance des petits défis. on a un dress code. Ouais. Soit au départ, on partait plus sur un type de vêtement. Ouais. Par exemple, coudre une chemise ou une tunique ou autre. Et maintenant, on choisit carrément un tissu commun. Alors, quand on arrive à 13 au resto avec le même tissu, je peux te dire qu'on ne passe pas inaperçu. En tout cas, les photos font leur effet. Voilà, c'est ça. D'accord. Et on essaie toujours de partager une photo avec toutes nos réalisations parce que c'est hyper
C'est hyper enrichissant en fait de voir que finalement avec un même tissu, chacune a une interprétation complètement différente et finalement aucune tenue ne se ressemble, mais elle ressemble plutôt à chacune des couturières en fait. Et comment est-ce que vous faites pour acheter le tissu ou le sélectionner? Comment ça se passe? En fait, les tissus, on va chez un grossiste. Pour choisir le tissu, c'est la première qui propose un truc qui convienne à peu près à tout le monde. Donc voilà. Après, il y a des tissus qui plaisent moins que d'autres. Moi, ça m'arrive régulièrement de tricher un petit peu. Il y avait un tissu qui me plaisait pas trop, je l'avais même pas pris, je me suis dit non, c'est pas grave, je ferai autre chose. Et finalement Séverine m'a donné une chute et j'ai juste fait des empiècements d'épaule sur une blouse, mais du coup j'étais dans le thème quand même. C'est une façon de faire. Voilà, parce qu'après je veux pas non plus coudre juste pour coudre. Oui, c'était ça en fait ma question aussi. C'est vrai que c'est chouette, mais je me dis s'il y a un tissu que tu trouves sympa, mais pour le coup qui colle pas du tout à ce qui te plaît, tu te trouves un peu embêté quoi. À 13, on peut avoir. Là pour le prochain tissu, je le trouve joli, mais je me vois pas le porter. Ouais. Mais je sais déjà ce que je vais faire. On ne dira rien. On attendra patiemment la révélation. Voilà. Mais les copines, elles le savent puisque je leur ai déjà dit que ce sera une doublure finalement. C'est aussi une possibilité. Mais non, mais c'est super et je pense que ça peut être aussi un petit truc entre guillemets pour ceux qui aiment coudre, de se dire des fois de trouver un tissu qu'on aime beaucoup. Moi je sais qu'il y a des tissus que je vais avoir cousus que je me voyais pas porter mais que je trouve sympa, donc les mettre en doublure, utiliser pour un accessoire comme tu as dit, pour rajouter un empiècement, en accessoire en sac ou alors d'autres petites choses. C'est vrai qu'il y a plein de façons d'utiliser des tissus qu'on aime mais qui vont pas forcément nous aller au teint ou dont le motif est trop gros ou trop petit, enfin. C'est ça, alors que l'empiècement, du coup la blouse je la porte énormément parce qu'elle est blanche avec juste des empiècements à motif. Mais alors que si j'avais fait la blouse entièrement avec ce motif, je l'aurais pas porté. Ouais, tu l'aurais pas apprécié. Pas de la même façon, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est vraiment chouette de voir qu'il y a je sais qu'il y a d'autres endroits en France où il y a des groupes comme ça qui se sont formés. Ouais. Donc c'est vraiment très très chouette. On sent le plaisir à travers vos photos et vos commentaires. Donc écoutez, longue vie à ce groupe de copines couture. En tout cas, continuez. Nous, c'est toujours un plaisir de découvrir vos créations après votre rencontre. Ouais. Chez toi, tu as donc, tu nous en parlais au début, tu es créatrice de bijoux. Donc, si on suit un petit peu ton parcours, tu as fait construire dans ton jardin un atelier pour le développement de ta boutique de bijoux et tu en profites bien sûr pour l'utiliser pour la couture, pour toi perso. Ouais. Et tu disais que tu avais mis en place des ateliers aussi de création et puis un petit peu de couture. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça t'est venu? Puis comment ça se passe? En fait, la difficulté quand on est créateur de bijoux fantaisie, c'est l'isolement. Parce que moi, aujourd'hui, de ma vie d'avant, le seul truc qui me manque, c'est de pas avoir de collègues. Ouais. Je trouvais que c'était une chouette façon de voir un petit peu de monde, même si moi je suis assez introvertie et casanière, j'ai pas besoin de voir une multitude de personnes, mais une fois de temps en temps ça fait du bien quand même de pouvoir échanger avec des adultes. Que voilà. Ouais, du coup j'organise des ateliers, c'est pas forcément de façon régulière, c'est certains mois il y en aura beaucoup, d'autres il y en aura moins. J'organise des ateliers plus de DIY où là c'est plus sur la création de bijoux. Du coup j'accompagne les participantes dans la fabrication d'un modèle de boucle d'oreille, de bracelet, ce genre de choses. Au départ on a une thématique, mais
je veux quand même laisser un degré de liberté parce que pour moi en fait ces ateliers créatifs ça doit quand même aider les participantes à justement libérer leur créativité. On a une base, mais après chacune l'interprète à sa façon. On peut changer le fermoir, rajouter une breloque en plus, mettre des pendants, en mettre plus, en mettre moins. Voilà, il y a une base et après toutes les altérations de la base suivant l'imagination des participantes. Et à côté, j'organise aussi des ateliers couture. Bon, j'ai beaucoup plus d'idées que de temps pour tous les organiser. Mais aujourd'hui, celui qui a eu lieu le plus souvent et qui est le plus demandé, c'est l'atelier dompter sa surjeteuse. Parce que finalement, c'est une machine qui fait peur. Qui fait peur. Mais une fois qu'on la connaît, ça change vraiment la vie. Et c'est vraiment dommage. Pour tout dire, au départ, moi, j'avais une surjeteuse. C'est ma grand-mère qui m'avait donné des sous pour mon anniversaire et pour plusieurs occasions. Ouais. Du coup, je m'étais acheté ma première surjeteuse et au départ, je l'utilisais que pour surfiler mes pièces. Ouais. Et c'est un petit peu dommage quand maintenant, avec le recul, je sais tout ce qu'on peut faire, notamment sur des couture jersey. Et c'est un peu pour tout ça en fait que j'ai voulu organiser cet atelier pour dédramatiser un petit peu, pour décomplexer aussi devant la bête et aider à s'en servir et à utiliser vraiment toutes ces possibilités. Tu as tout à fait raison. Et s'il y a des gens par chez toi qui ont envie de créer de manière libre un petit peu, tu proposes aussi des ateliers de ce genre ou c'est plutôt des choses guidées ou est-ce qu'il y a des ateliers au long cours ou c'est pas encore il y a des ateliers couture libre. Ouais. Soit en ce moment j'en ai pas de programmé de façon récurrente si on veut, c'est un petit peu en fonction d'emploi du temps. Donc j'ai soit les ateliers dans un horaire donné, mais avec un projet libre où chacun vient avec son projet. Si on sait comment décalquer son patron, couper ses pièces et tout, ça sert à rien de venir le faire en atelier. Autant utiliser mon temps de disponibilité sur des sujets qu'on maîtrise pas. Oui. Sur des sujets où on a besoin d'être guidé, d'être aidé, ou sinon je propose aussi des ateliers particuliers où si une personne a un projet en particulier et souhaite qu'on le fasse ensemble, en duo, ça c'est possible sur rendez-vous aussi. Et est-ce que ça marche? Enfin, je veux dire, il y a de la demande, il y a des gens qui viennent. J'en fais pas beaucoup la publicité pour l'instant, donc ça. Mais j'ai déjà eu des demandes, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui sont venues en atelier particulier ou des ateliers sur mesure pour la surjeteuse, parce que l'atelier surjeteuse il dure 4 heures et à la fin on coud un kimono et il y a une personne qui m'a dit moi ça m'intéresse pas ça, je voudrais juste savoir maîtriser ma machine. Du coup j'ai imaginé un atelier juste sur la partie plus technique. Ouais. En tête à tête ou d'autres personnes qui me disent j'aimerais coudre une chemise mais je sais pas trop comment m'y prendre et là je l'ai accompagné en pas à pas voilà. D'accord. Et toi tu portes des chemises? La question j'en ai plusieurs en projet mais elles sont pas cousues. Non. Non, mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que tu te lances des défis, c'est-à-dire que au début tu t'étais dit pas de lingerie, puis finalement tu découvres, tu avais parlé du ginger jeans que tu appréhendais un peu, puis en fait t'es allé au bout et ça a été une vraie réussite. Donc c'est aussi le message que j'aime porter, que ce soit sur mon blog Instagram ou ici, et ce que j'aime redire que c'est ce que tu disais au début en fait. Tu as parlé du fait qu'on t'avait dit quand t'avais des envies de couture, c'est trop compliqué. Et moi je sais que c'est quelque chose que je dis à mon fils beaucoup, je fais il faut essayer, enfin tu peux pas me dire avant d'avoir essayé que t'y arrives pas. Et je pense qu'en couture, les témoignages que je recueille ces temps-ci, et je pense qu'on est beaucoup à essayer de partager ça, c'est que il faut essayer,
essayer et on a le droit de se tromper. Et le fait que toi t'en parles, je trouve que le fait que t'aies beaucoup de gens qui te suivent et t'écoutent, c'est important que toi tu puisses dire je me suis trompée, j'ai fait une erreur, j'ai manqué d'attention, j'ai fait un mauvais choix. Et je trouve que ça rend humain et ça montre aussi la possibilité et que tout le monde le dise. Et moi il y a quelqu'un de mon entourage qui me dit souvent mais je suis pas bonne à ça, j'y arriverai pas, etc. Je dis mais est-ce que t'as essayé? Enfin, faut arrêter de dire. Pas manuel. Oui, je suis pas manuel. Ça revient souvent. Ou de dire je vais pas y arriver. Ben non en fait, t'en sais rien. Peut-être que tu vas pas y prendre plaisir, ça c'est sûr. Ouais, et dans ces cas-là, c'est pas la peine de continuer. Peut-être que ça va pas être la pièce du siècle, mais en même temps tu fais pas de la haute couture. Après, si toi tu l'as fait, qu'elle te fait du bien et qu'elle te va bien selon tes yeux, finalement c'est tout bénef quoi. Et on est juste là pour ça quoi. Donc oui, je pense que c'est important de se dire on peut y arriver, il suffit d'essayer et voilà quoi. Ouais, faut se donner la chance et se donner les moyens d'essayer. Après, c'est sûr que si ça nous plaît pas, c'est différent, mais faut au moins essayer. Moi, en atelier, je l'ai dit souvent, c'est sûr, on peut se tromper. Hein, il y a des vêtements qu'on peut coudre qui, nous iront pas. Parce qu'on aura fait un mauvais choix de patron, un mauvais choix de tissu ou une mauvaise association de l'un ou l'autre. On peut aussi avoir des accidents de surjeteuses. Voilà, moi ça m'arrive encore. Hein. Ça fait 17 ans que je couds et il y a pas longtemps, il y a un bout de tissu qui est passé là où il fallait pas et il y a un trou là où il faut pas. Donc c'est là que tu mets à profiter donc en broderie par exemple. Voilà, ou alors t'as de la chance d'avoir trop de tissu et tu peux recouper ta manche, c'est pas mal aussi. C'est aussi une autre option. Voilà, c'est pas parce que ça fait longtemps que tu couds que t'es à l'abri d'un accident de parcours, ou c'est pas parce que tu démarres que tu vas forcément rater en fait. Il y a pas de corrélation entre l'un et l'autre. Le tout c'est faut pas être trop exigeant envers soi-même quand on démarre. Moi je suis pas un bon exemple parce que j'ai commencé par un pantalon, mais faut pas être trop exigeant, faut pas mettre la barre trop haute, parce que sinon on va se décourager et on va baisser les bras. Souvent, ce qu'on m'a dit par rapport au défi sans shopping que je me suis lancée, on me dit mais moi je vais jamais y arriver. Je dis mais mets pas la barre trop haut si tu veux. Décide de ne plus acheter de t-shirts et de tous les coudre. C'est aussi une façon de faire. Il n'y a pas de façon plus parfaite que l'autre. C'est chacun fait en fonction de ses envies, ses moyens, du temps dont il dispose. Tout à fait. Et puis dans l'année sans shopping, a-t-on besoin de renouveler tout son dressing dans l'année ? Non, clairement pas. Clairement. Voilà, ça permet aussi de se dire, il me faut peut-être une robe et un t-shirt dans l'année, ça renouvellera, ça suffira, et peut-être que c'est le rythme auquel on a besoin d'aller en couture quand on débute, je ne sais pas. C'est ça. Je lance ça. J'avais aussi envie de te parler des blogs. Donc ça fait un certain nombre d'années que tu blogues. Tu as évoqué dans plusieurs articles le site Blog School où tu as en fait pris des conseils pour développer que ce soit ton entreprise, ton blog, ta place sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, en fait la Blog School ça a été lancé il y a 3 ans je crois par Anouk et Marie. C'est 2 copines qui avaient chacune leur blog et elles ont décidé en fait d'apprendre aux autres blogueuses qu'elles avaient appris de leur propre expérience. En fait, c'est une plateforme qui correspond bien à ma façon d'être, je pense. Et parce qu'en fait, on nous promet pas la lune. Par contre, on nous donne des conseils plus techniques pour monter un blog, pour l'améliorer, pour améliorer son compte Pinterest, Instagram, Facebook. Ça, c'était plus des vidéos qu'elles ont développées dans leur début parce que forcément plus on avance, plus les sujets sont variés. Et au départ, c'était plus la base. Et ce que j'aime aussi beaucoup sur la plateforme, c'est qu'elles vont interviewer d'autres blogueuses ou d'autres youtubeuses, instagrammeuses, enfin un peu ce que tu veux, des auteurs aussi, qui nous dévoilent un petit peu leurs secrets de coulisses, comment ils fonctionnent, comment ils s'organisent, qui donnent des conseils pour prendre des photos, pour les vidéos, pour s'organiser aussi. Moi, je trouve que c'est très enrichissant. C'est la Blog School qui a un petit peu réveillé mon envie
d'ouvrir Avril sur un fil, parce que je disais des choses sur mon blog liées à ma boutique de bijoux, mais je me restreignais parce que c'était pas le lieu pour partager mes projets de couture ou autre. J'avais aussi envie de partager autour de toute cette recherche d'une vie un peu plus green, plus éthique, plus responsable. C'est comme ça en fait que j'ai lancé Avril sur un fil, et puis avec leurs conseils, ça a été un petit peu plus facile. Voilà, il y a toute la partie technique avec des tutoriels sous la main, c'est toujours plus facile que de chercher à droite à gauche sur internet. Voilà. Tout à fait. Très bien. Donc il y a un système d'abonnement en fait, et tu as un accès à toutes les vidéos et tout le contenu de la plateforme. C'est ça. Le temps que tu es abonné. Voilà, c'est ça. Tu as un abonnement, je crois, un mensuel, un 6 mois et un an. Chaque mois, ils mettent en ligne 3-4 vidéos, voire certains mois, il y en a eu 5. Que tu as accès à toutes les vidéos, plus les vidéos du mois si tu t'abonnes à un seul mois, ou toutes les vidéos et les vidéos des 6 mois à venir si tu prends sur 6 mois, quoi. D'accord. Voilà. Pour finir cette petite interview, j'avais envie d'évoquer juste une marque qui te tient à cœur et leur actualité brûlante, j'ai envie de dire, puisque ça date d'hier. C'est Direndo, dont tu parles beaucoup en disant que voilà, c'est eux qui t'ont remis le pied à l'étrier en couture, en patron indépendant, et puis que tu suis avec plaisir parce que justement cette marque te correspond. C'est les chouchous, on peut le dire. Voilà. Voilà, j'avais bien compris. Et donc elles viennent de sortir elles vont sortir un livre. Elles ont annoncé ça hier sur Instagram sur le dressing idéal. Petite question indiscrète, l'achèteras-tu? Ouais, je crois que c'est pas besoin de poser la question. Voilà. Et donc, si vous avez pas lu l'article dédié à ce livre, en fait, donc Éléonore et Camille vont proposer un livre qui va proposer un ensemble de patrons assez simples, je crois. Elles disent qu'on peut le coudre en l'après-midi. Et je repense à ta proposition 10x10. En fait, c'est des patrons qui vont s'agencer entre eux avec plein d'explications et donc se créer une garde-robe capsule avec ce livre. Donc écoute, j'espère que tu pourras nous en parler si tu l'achètes et si tu en réalises des morceaux. Je t'avoue que je suis tentée de l'acheter aussi parce que j'aime beaucoup ce principe de capsule, de choisir ses vêtements et de les assembler entre eux. Je pense que ça c'est super important. Ouais, c'est ça. Elle donne une méthodologie en fait pour construire la garde-robe en plus en complément des patrons. Oui. Tout à fait. Et enfin, forcément, c'est des choses qui me parlent. Oui, il y a le tableau comment on le porte, donc le dressing, et puis le côté vraiment couture. C'est ça. Comment coudre, quoi. Ouais. Et je pense que après la frénésie du début de la couture, on en vient, et c'est ce qu'on a dit pendant cette heure de conversation, quoi. On améliore le pourquoi du comment et on fait évoluer en fait notre façon de coudre. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Eh ben, écoute, Virginie, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet, s'il te plaît? Alors, ils peuvent me retrouver sur mon blog, avrilsurinfil.com, sur YouTube et Instagram. Mon pseudo, c'est Avril sur un fil aussi. Et puis sur Pinterest, parce que Pinterest, je m'y perds aussi pendant des heures. Et c'est une source d'inspiration aussi, c'est un outil dont je me sers aussi pour créer ma garde-robe, pour piocher des petites idées à droite à gauche et pour ne pas les oublier, ne pas les perdre. Et c'est toujours sur le même pseudo, Avril sur un fil. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Virginie, et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Ouais, de rien. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le blog madeinsherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Virginie. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.